voici notre débat sur le pont de Farafenni et ce que ça peut représenter. Et nous sommes toujours en compagnie de Alioune Gueye, qui est président du groupe Afrique Challenge, l'Afrique qui ose, et commissaire général d'Hub Africa, un entrepreneur. William Kontchou, qui est investisseur et directeur de Emerging Capital Markets, Partners, et Liévin Filéou, PDG de Solio Public Affairs, qui est juriste spécialisé dans les affaires publiques. Vous avez vu le reportage. Pourquoi sent-on que ce pont, alors qu'il y en a d'autres, le pont, ce n'est pas le premier pont qui existe en Afrique, mais celui-là, dans le contexte sénégalais et sous-régional, pourquoi il a un impact particulier? Alioune. D'abord, c'est une très bonne nouvelle. Et je crois que, pour continuer sur le débat de tout à l'heure, ce qu'on attend, c'est justement des gouvernements entrepreneurs qui ont compris qu'il faut mettre en place des infrastructures, parce que c'est ça vraiment les voies qui vont ouvrir ensuite et libérer le potentiel des populations qui ont beaucoup de talent. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? D'abord, c'est un exemple vraiment de co-développement entre deux pays. Et pour le coup, on montre bien justement que en construisant des ponts, on est capable de surmonter les murs que peut-être la colonisation, ou en tout cas les stigmates de ce qui en reste. Je crois que c'est important, parce qu'en plus, c'est à la fois un pays francophone et la Gambie est un pays anglophone. Donc je crois que ça, c'est un point intéressant. Le deuxième point, c'est qu'il permet de rétablir une continuité sur le territoire. Parce que vous le savez, comme la Gambie est enclavée à l'intérieur du Sénégal, pour les commerçants, pour les populations, etc., on est parfois obligé de faire le tour, je dirais, pour pouvoir aller de Dakar à la Casamance, qui se trouve dans le sud, justement à faire. Et donc, ça crée... le trajet est raccourci. Dakar-Ziguinchor de quasiment. 328 km. Tout à fait, c'est énorme. Time is money. Oui. Et en même temps, ne l'oublions pas, nous avions un mouvement, entre guillemets, rebelle dans la sous-région, où il n'y a pas encore si longtemps, quand un Casamançais se rendait à Dakar, il disait « je vais au Sénégal », comme s'il allait dans un autre pays. Donc, pour le Sénégal, c'est également c'est également l'occasion je dirais, de reconstruire, pas reconstruire, mais de rappeler que c'est une même nation. Maintenant, pour les autres enjeux, il y a un enjeu déjà régional. Au niveau de l'UEMOA, il y a un ensemble je dirais, de groupements. Je pense à, par exemple, l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVG et que sais-je encore, qui sont autant d'institutions qui souvent pâtissent parce que certains pays pensent qu'ils auront plus d'avantages que d'autres, etc. On ne peut pas être tous gagnants au même niveau, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, il ne faut pas qu'on répète l'erreur de Air Afrique, on ne s'en remettra jamais, d'un instrument d'intégration continentale par excellence, bien entendu, où les intérêts ont fini par prendre le dessus et cette compagnie n'existe plus. Aujourd'hui, justement, c'est de montrer qu'à travers des institutions comme celle-ci, on est capable d'en faire profiter aux différents pays voisins, membres de ces organisations-là, même si ce n'est pas à valeur égale, de manière à accélérer, je dirais, les échanges. La question de l'intégration est une question essentielle. Les mouvements des populations, les échanges économiques et partant, bien entendu, de la prospérité. Parce qu'on a bien compris qu'il y a aujourd'hui un manque d'infrastructures qui font que la Casamance en particulier, quasiment songez que la moitié de la production, c'est un grenier du Sénégal, la moitié de la production je dirais, de mangue, etc., pour sur place, faute de transformation, certes, mais également d'écoulement, parce que tout simplement, nous n'avons pas les voies qui permettent, sur des produits fragiles comme cela, eh bien, de pouvoir les transporter rapidement aux consommateurs. Voilà, donc ça fait un enjeu économique, un enjeu politique avec l'irrédentisme national, un enjeu régional, historique, puisqu'on surmonte la division coloniale, et puis maintenant aussi sous-régional, puisque quand même, ça va donner accès à ce fameux corridor commercial, le Caire-Lagos.
Donc ça va beaucoup plus loin que juste le Sénégal et la Casamance. Tout à fait, parce qu'il faut le voir effectivement dans une dimension globale. Quand on regarde le nord de l'Afrique déjà, le TGV, vous l'avez vu, il faut le voir de manière multimodale. Ce n'est pas que le pont, c'est le train, c'est les bateaux, c'est le rail, enfin c'est tous ces moyens de transport, l'avion, etc. En termes de désenclavement, quand on voit aujourd'hui le TGV qui est rentré en action au Maroc, qui ramène un Tanger-Casablanca à moins de 3 heures alors qu'il fallait 6 heures auparavant, aujourd'hui, vous avez un corridor clair entre Rabat, Nouakchott, Dakar. Déjà, c'est déjà un premier élément. C'est sûr. Par ailleurs, on voit également que la Casamance elle-même est un hub, parce qu'il faut, encore une fois, la géographie est têtue. On a la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry et le Cap-Vert. Donc, voilà encore une nouvelle vocation qu'on peut donner à ce territoire-là, pas simplement par rapport à la Gambie et au Sénégal, mais la Casamance, elle est plus proche de la Guinée-Bissau que de Dakar. Donc, la réalité géographique fait que également, du coup, cette région-là peut, entre guillemets, en termes économiques, exploser parce que il y a une plus grande connectivité, une plus grande connectivité des marchés, une plus grande rapidité de déplacement. Pour pouvoir acheminer, produire, et que des personnes puissent se transporter plus facilement, etc. William. Moi, il y a quelque chose qui frappe en fait dans ce projet, et pour faire écho à ce qui a déjà été dit, c'est le fait que c'est un projet d'infrastructure, et c'est un projet d'infrastructure qui est centré sur des besoins du pays ou de la région. Ce n'est pas un projet d'infrastructure qui a été fait pour pouvoir exporter de la marchandise à l'extérieur. C'est un projet d'infrastructure qui permet de lier des populations, qui permet d'unifier une nation, qui permet de créer un marché régional. C'est quelque chose qui est une priorité, ou qui aurait dû être une priorité par rapport à plein d'autres projets d'infrastructure qui ont été déjà réalisés. Et c'est intéressant de relier en fait l'utilité de cette infrastructure avec le mode de financement. C'est un projet aujourd'hui qui est financé par la BAD et par les 2 États. Et je pense que la leçon à tirer de tout ça, c'est que les infrastructures qui sont importantes, qui répondent à nos besoins, sont des infrastructures que nous devrons financer par nous-mêmes, parce que c'est notre priorité à nous, et c'est nous en tant qu'Africains, que ce soit l'État, les individus, les collectivités, les organismes régionaux, qui seront capables de faire ce type de financement. Et pour finir, c'est important qu'on puisse développer la gouvernance, le sérieux, qui va nous permettre de faciliter le développement de ces infrastructures-là, parce que, comme Alioune disait, ce sont des infrastructures qui, sur énormément de points, vont pouvoir avoir un impact économique très fort. Mais ça, on ne les fera que si c'est nous-mêmes qui nous prenons en charge en les finançant, et on ne sera capable d'avoir ce financement-là que quand on sera capable d'établir des priorités qui sont des priorités claires en termes de besoins des nations, besoins économiques, et qu'on sera capable aussi de mettre derrière la gouvernance au niveau de la construction, au niveau de la gestion des projets, qui rendra tout le monde satisfait avec ce type de projet et permettra à d'autres projets de voir le jour. Alors, les vins, voilà, il y a le pont qui existe, on voit l'impact, les implications. Il y a aussi des ponts qui n'existent pas. Je pense à Brazzaville et Kinshasa, il y a un pont dont on parle depuis longtemps et qui est une arlésienne. Alors pourquoi, et on sait qu'il y a des réticences de part et d'autre, comment peut-on avoir des réticences à s'intégrer? Je fais un lien d'abord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Je crois que moi, ce que je retiens, c'est c'est pas tout à fait un défi technique d'ailleurs, mais c'est en tout cas un défi politique. Et tout à l'heure, Alioune parlait d'État entrepreneur. Je parlerais plutôt, moi, ce que je retiendrai, c'est plutôt d'État stratège. Et c'est d'abord ce dont les Africains, à mon avis, ont à ce stade le plus besoin, même si c'est un peu dissonant de le dire. Et puis, ça démontre le fait que l'Afrique a besoin d'acteurs qui soient capables d'avoir une vision, même au niveau régional, au niveau des infrastructures, au niveau de l'environnement, au niveau de la démographie, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très positif et ça ne peut qu'avoir un effet positif sur l'économie. Mais ça m'amène derrière ça à des questions, pour ne pas dire des inquiétudes. C'est la question de l'entretien.
Parce qu'un pont, c'est très bien, une fois qu'on a dit que c'est une réponse à des défis, comment ça s'entretient, comment on en crée d'autres si besoin, etc. Et quid de transfert? J'ai entendu dire qu'il y avait un consortium, enfin, d'un point de vue technique, que c'était à la fois des entreprises sénégalaises et espagnoles, je crois, ou quelque chose comme ça, non? Enfin bon, bref. Mais il y avait une entreprise sénégalaise, c'est très bien, mais je dis, au niveau du transfert de compétences, comment ça se passe? Et à une époque où on parle plus de murs, puisqu'on parlait de Trump tout à l'heure, l'idée de ponts qui se réalisent, et qui plus est en Afrique, et qui plus est favorise l'intégration et limite la multiplication des États nains, c'est toujours très bien. Bon, alors maintenant, par rapport à ce que vous disiez sur les ponts qui n'existent pas, je crois que c'est parce que, encore une fois, vous n'avez pas d'acteurs qui soient capables, pardon, mais de voir au-delà du pont, si je puis dire, au-delà du court terme, et donc, soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens techniques, soit parce qu'ils n'ont pas une volonté politique. Parce que ce sont ces pays-là qui peuvent parler, d'un côté, de développer leur propre... de développer l'industrie du cobalt, etc., sur place. Enfin, si vous... ça n'a aucune cohérence si vous n'êtes pas capable d'identifier les outils, les infrastructures dont vous avez besoin. Parler de mettre en place des industries extractives, ce n'est pas très logique et ce n'est pas très sain. Donc, problème de cohérence. Alors, mais quand même, cette histoire, c'est important, ce pont pour l'Afrique centrale, hein, entre Brazzaville et Kinshasa. Et il y a des réticences. Bon, maintenant, il y a des études qui ont été faites, on a chiffré, on nous dit qu'on va le faire. On a même une étude d'impact. Actuellement, le transport entre les deux pays se fait par des bateaux, des barges qui transportent 750 000 personnes par an. Et avec le pont, ce sera 10 fois plus, etc. Idem pour les marchandises. Il y a des études d'impact. Pourquoi? Et on sait que la grande réticence vient surtout du côté de la RDC. Pourquoi? Et comment la surmonter? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est du côté du Congo-Brazzaville qu'il y a la crainte. La crainte. Parce qu'en fait, les forces en puissance, entre 80 millions d'habitants d'un côté et moins de 5 millions de l'autre, justement, c'est la crainte, entre guillemets, d'être envahi. C'est pas l'histoire du port de Matadi et Pointe-Noire? Alors, on y vient. Ouais. Pour le coup, c'est là où, justement, ce pont, je pense, il fait école, parce que parallèlement, comparativement au Sénégal, la Gambie, également, en termes de population, c'est même pas 1 million d'habitants, nous sommes plus de 15. Donc, je pense que ça doit rassurer. Je crois que c'est un point. Deuxième point, entre Kinshasa et Brazzaville, ce n'est pas un pont. C'est 2, 3, 4, 5 ponts qu'il faudrait. Et pour les deux capitales sont à 2 km l'une de l'autre. Tout à fait. Ce qu'il y a maintenant, la réalité, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça qu'il faut avoir une approche holistique de la chose, c'est que l'essentiel des produits qui rentrent au Congo démocratique, donc le Grand Congo, du fait de ce que le port de Matadi est un port fluvial, qui n'a pas un tirant d'eau important, etc., donc passe par justement le port de Pointe-Noire, qui lui a un tirant d'eau de 16-18 mètres si je ne m'abuse, et qui donc permet d'alimenter un peu le Congo par cette voie. Alors c'est vrai, tout le monde sait qu'il y a des projets de longue date pour le port de Banana, pour avoir un port en eau profonde directement sur l'océan, mais ça ne se fait pas, comme on dit, en une nuit. Et je crois que c'est important de voir comment est-ce que ces ponts, moi je ne vois pas mais ces ponts-là permettraient de fluidifier d'abord le transport de personnes. C'est très sympathique, hein, je l'ai fait de Brazza, etc. Il y a une ambiance, etc. Malheureusement, de plus en plus, il faut qu'on se réconcilie avec le temps économique. Le temps économique, il coûte. Et c'est autant de temps perdu par rapport aux enjeux, je dirais, qu'on évoquait tout à l'heure en termes de démographie, d'emploi créé, etc., etc. Donc, gagner 45 minutes, 1 heure, tous les jours par cadre qui se déplace sur 100 000 cadres, ça fait un volume qui est important et c'est de l'argent. Et donc, je crois que cette fluidification-là peut même donner à Brazzaville la possibilité d'être un hub. Donc, je crois que sur ce plan, il n'y a pas de crainte. Et les populations, en réalité, n'attendent que cela. Elles le font cas un cas,
elles arrivent à se déplacer par les vedettes, etc. etc. Voilà, mais il y a toujours un engorgement, une procédure relativement lourde. Je veux dire, alors que c'est les deux capitales les plus proches du monde, tout le monde le sait. C'est pas passer d'un aéroport à un autre. Alors que, je dirais, quand on va d'un pays à un autre, en Afrique occidentale, par exemple, avec une simple carte d'identité, je peux rentrer au Togo, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, etc. Et je crois qu'il faut qu'on ait l'intelligence des enjeux pour fluidifier à la fois je veux dire, le mouvement des populations, faisant leur confiance et développer naturellement donc le commerce. Voilà. Bon, mais je crois qu'on a été des ambassadeurs et des avocats surtout efficaces pour accélérer la création de ce pont sur le fleuve Congo. Merci à tous.